Bonjour, bienvenue sur Tribune Libre. J'accueille Frédéric Bascognana, alias le Parésiaste, l'excellent, un homme en colère, mais pas seulement, un papa et un homme qui réfléchit. J'ai une première question à vous poser. Stéphanie, je te fais les yeux de la folle qui nous explique, tu sais, qui nous explique dans sa vidéo, il faudra que tu mettes l'extrait. C'est les yeux de la folle, tu sais, elle a les yeux centrés au milieu des globules comme ça, et qui nous explique en fait qu'il y a des pédophiles vertueux. Voilà. Et qui a créé un site pour les pédophiles vertueux. Alors moi, je veux bien. Hein, ce sont les gens qui, en quelque sorte, refouleraient leurs pulsions. Mais il y a un côté pédo-friendly extrêmement stabilisant. Et désolé, je t'ai cassé ton intro, mais c'est pour dire, voilà, j'arrive dans cet état d'esprit. Le moral à zéro dans les baskets, parce que ça fait 48 heures que je me suis dit, tiens, je vais un petit peu regarder les contenus pédophiles qu'il y a et qui sont tracés sur X et tout. Eh ben, il y en a beaucoup trop. Et puis surtout, je m'aperçois que dans les hordes de trolls macronistes, eh ben, il y en a pas mal qui sont étrangement orientés dans leur harcèlement ciblé en équipe. C'est-à-dire que, comme par hasard, ils s'en prennent à Marianne Palomba quand elle commence à parler des freak-off parties à Hollywood, alors que le scandale explose et qu'il n'y a aucun doute, et les mecs disent, on a l'impression qu'ils vont prendre le parti des avocats d'Hollywood pour lui tomber dessus sur elle. Étrangement aussi, même pas, tu vois, et ce qu'ils reprennent dans leur moquerie, c'est mes gueulantes contre les attaques pédophiles sur les enfants, enfin, tu vois. Et là, par exemple, tu vois, j'ai l'air un peu énervé, ils vont reprendre ce passage et ils vont dire, vous avez vu, il est fou. Mais c'est là, en fait, le problème, c'est qu'ils tentent, en fait, en isolant ces petites séquences, de démontrer que nous serions des êtres pulsionnels, hein, avec, en plein processus de bestialisation, parce que nous rejetterions cette espèce de culture pédo-friendly. C'est-à-dire qu'ils essayent de démontrer que c'est nous qui avons un problème, alors que tout simplement, nous sommes des parents extrêmement anxieux pour l'avenir de nos enfants. Mais bon, voilà. Donc on part à la chasse des pédophiles sur Internet, et pas uniquement. Vous êtes en pleine guerre contre les pédo-friendly. Vous avez été attaqué par une horde de pédo-friendly. Alors, on peut pas dire que ce soit une horde, mais par contre, c'est vrai que c'est extrêmement intriguant de voir la façon dont ils, comment dire, dont ils exultent leur espèce de rage dominatrice, vraiment de troll. Alors généralement un peu pathétique dans l'usage du sarcasme, assez maladroit, assez ridicule. Et je dis pas du tout ça pour leur régler leur compte. Hein. Si j'avais des trolls intelligents qui m'explosaient la face, je serais comme Albert Camus qui écrivait. Qu'il est toujours intéressant d'entendre parler de soi depuis un banc d'accusés. Hein. Je veux dire, j'ai même fait une fois l'éloge du troll dans un post il y a un an ou deux, je sais plus, où je disais qu'ils étaient très utiles parce que quand ils sont bons, les gens qui nous trollent, ils nous permettent de ne pas tomber dans l'hubris et de prendre conscience de nos propres défauts. Donc c'est pas de l'humilité surjouée que je vous donne là. Moi, je pense vraiment que le signe élémentaire de l'intelligence, c'est pas d'accepter la critique, non, c'est carrément d'aller la chercher, de la provoquer, de l'attendre. Donc il y a des trolls qui peuvent nous faire du bien. Ceux-là vraiment sont vraiment névrosés, quoi. Il y a quelque chose qui cloche, et on sent en fait que ce qui précède le combat, même dans leur état d'esprit, c'est évidemment le mépris de tous les autres combattants et l'envie de les rabaisser par la brimade aussi vexatoire que possible, d'essayer de trouver un petit détail de forme sur le physique, voilà, par exemple, ça les agace que je mette une casquette, que bientôt ils vont se moquer de mes lunettes, enfin voilà. On est vraiment dans le degré zéro ultime du vide psychique absolu. Mais ça les rend d'autant plus transparents dans certaines de leurs dynamiques, et notamment cette espèce de mépris très macroniste du peuple, hein, qui est vraiment quelque chose qui transparaît. J'en parlais avec Philippe Comte, qui m'a dit que c'était ça le fil rouge que lui avait remarqué, et il m'a ouvert les yeux là-dessus. J'ai commencé à regarder un petit peu leur TL, comme on dit. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'en parler? Parce que, alors, non seulement ça va nous ramener sur le sujet que j'appelle pédo-friendly, hein, qui est quand même une espèce de pente savonneuse inquiétante, avec des patterns comme ça qui se reproduisent et que j'aime pas beaucoup, et que j'évoquais en intro, mais il y a aussi, si tu veux, cette notion d'armée de l'ombre du mal. C'est-à-dire qu'ils sont en quelque sorte les idiots utiles de l'ingénierie sociale. Ils sont ce que certains scientifiques appellent d'ailleurs les générateurs de conformité. C'est-à-dire qu'il y a un récit officiel et des messages, et ces gens-là sont dans le biais d'étiquetage de Kurt Lewin, d'ailleurs un autre gars à qui on emprunte des recherches scientifiques qui sont utilisées en neurosciences et qui créent des biais cognitifs. C'est les gens en fait qui sont étiquetés d'une certaine manière, à qui on a dit tu es un bon citoyen, en quelque sorte ont du mal à se départir des choix qu'ils ont faits, tout simplement parce que
ça les rassure, parce que ça leur donne une meilleure image d'eux-mêmes, et tout ça a été étudié, et je suis très loin d'être le plus qualifié pour en parler, j'en parle en simple amateur qui navigue beaucoup dans ces informations-là. Mais pourquoi je dis ça? Parce que voilà le sujet. Nous sommes en pleine manifestation du schéma voulu par les ingénieurs sociaux. C'est-à-dire que nous sommes attaqués de toutes parts. Les gardiens du dogme, vous appelez ça les gardiens du dogme. Génial, super. Stéphanie, voilà, t'as trouvé encore mieux que les générateurs de conformité, les gardiens du dogme. Il y a un grand professeur de l'université de Stanford qui s'appelle Bob Sutton, tout le monde l'appelle Bob Sutton, Robert Sutton, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Zero Asshole Objective, hein, l'objectif zéro trou du cul. Et incroyable, le bouquin édité par ce mec qui a un salaire quand même d'1 million de dollars par an et qui est un des meilleurs profs de la planète, hein, en organisation, en marketing, etc. Enfin, surtout il est sur le thème des organisations et du marketing, mais là, c'est sur le thème des organisations, management, etc. Il a forgé le concept de trou du cul en expliquant que toute organisation, et donc toute société, va se créer un contingent de trous du cul. Et ces trous du cul sont des gens, en effet, qui sont, ça tombe bien que tu en parles, tu viens de m'y faire penser, hein, sont ce qu'il appelle les gatekeepers, quoi, les gardiens des clés, hein, ou les gardiens du dogme. Ce sont des gens, en fait, qui ne brillent que dans leur capacité à être dans le refus, le rejet permanent de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un changement qui pourrait remettre en cause leur autosatisfaction. Hein, ils ressentent une gratitude profonde à l'idée d'être justement ces fameux gardiens des clés. Donc on les fabrique. Alors Bob Sutton évidemment est provocateur, il utilise un gros mot pour nous faire un peu rire et puis voilà, ça fait marrer ses étudiants et le bouquin est un best-seller, hein, vous pouvez le trouver facilement et tout, c'est très chouette. À lire vraiment parce qu'en plus il y a à la fois de l'humour et de la science, quoi, et de l'expertise. Bon. Et en fait, ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est une notion qu'on peut ranger dans la catégorie des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, un peu par réflexe plutôt, comment dire, quasi animal, hein, aussi, parce qu'il y a quelque chose de très protecteur et de très compulsivement narcissique là-dedans, vont se positionner eux-mêmes en gatekeeper, en gardien des clés, en trou du cul organisationnel. Ça marche donc à l'échelle d'une société. Et ça, c'est vraiment ce que moi j'appellerais modestement, je sais pas, j'ai pas de meilleure expression, mais moi l'expression qui me parle, c'est l'armée de l'ombre. Voilà, c'est l'armée de l'ombre du mal, qui n'est pas une expression de Bob Sutton, c'est la mienne. Et je pense que ces idiots utiles sont extrêmement dangereux, ou du moins le processus manipulatoire par lequel on crée ces cohortes d'idiots utiles est en soi très dangereux, plus que ces idiots-là, parce que c'est vrai que si on décape un peu le sujet, si on s'intéresse vraiment à eux, on s'aperçoit qu'ils sont, grosso modo, principalement caractérisés par un profil de lâche ultime. C'est-à-dire qu'ils sont planqués. Alors évidemment, moi j'incite les gens à garder l'anonymat si ça doit les mettre en danger dans la société. Et aujourd'hui, on sait que l'anonymat est important. Mais l'anonymat implique une forme d'honneur. C'est-à-dire, moi, je veux bien qu'on se protège, c'est fondamental. Hein. Moi-même, j'ai hésité à être totalement anonyme sur les réseaux. C'est tout à fait normal. Et je dis ça, je prends des pincettes parce que quand je parle de ça, beaucoup de gens ont du mal à comprendre mon point, peut-être parce que c'est de ma faute et je vais trop vite. Et ils ont l'impression, en fait, que je tente que je serais moi-même un génie du mal, qui voudrait pousser les gens, enfin, en tout cas, culpabiliser les gens qui se cachent derrière leurs avatars. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis que, alors évidemment, dans un monde idéal, j'aimerais qu'on puisse tous parler à visage ouvert, ça voudrait dire qu'on ne ressent aucune menace. Évidemment. Je pense aussi que dans un monde idéal, si on parlait tous d'un coup à visage ouvert, comme je le fais en acceptant nos émotions, nos ressentis qui relèvent de la sauvegarde, hein, de la vie, etc., notamment nos élans liés aux angoisses de la parentalité face aux menaces qui pèsent sur les enfants, si on s'exprimait tout ça, je pense vraiment que la caste s'écroulerait. Mais je ferme cette parenthèse. Je sais qu'on ne peut pas. D'accord ? Alors, si tant est qu'on parle... de toute façon un sentiment d'appartenance au groupe qui rassure les gens. Moi, je sais que concernant l'arrivée du wokisme, enfin de Evars dans les écoles, j'ai prévenu des parents d'élèves, vraiment assez largement, et des parents qui sont raccords vraiment dans le privé, mais qui n'oseront jamais, par exemple, se joindre à moi pour envoyer un courrier d'anticipation à la directrice de l'école. Il n'y a aucun parent qui a répondu favorablement, mais ils ont tous dit sous le manteau, on est d'accord avec toi,
Mais pour l'instant, on bouge pas. Ils essaient de se rassurer en se disant il ne se passera rien. Non, non, on verra si le problème se présente. Il n'y a pas du tout d'anticipation. Et il y a cette peur-là, cette lâcheté, et puis ce sentiment d'appartenir au groupe et de ne surtout pas vouloir en sortir, prendre le risque d'être expulsé du groupe. Exactement, on porte en nous une sorte dans notre subconscient, une sorte de réseau de particules relativisatrices qui sont des générateurs des autogénérateurs de conformité, quoi. C'est-à-dire que on a peur en effet d'être exclu du groupe. Alors cette parenthèse étant faite sur l'anonymat, tout ce que ça implique, et en tout cas c'est aussi ses causes profondes. L'anonymat, malgré tout, implique une petite forme d'honneur que je constate chez la plupart des gens. C'est-à-dire que quand tu es anonyme, si tu insultes, fais-le au moins avec des arguments, parce que tu le fais planquer dans l'anonymat. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'on appelle les trolls et qu'on leur a trouvé un mot? C'est qu'ils sont généralement caractérisés par la lâcheté, qui consiste à insulter et être absolument insaisissable, parce que caché, tu vois? Donc, je reviens donc sur cette notion d'armée du mal. On retrouve en fait, si tu veux, ce schéma de lâcheté ultime qu'il faut bien nommer pour ce qu'elle est, qui est une attitude de collabo. C'est-à-dire que ce sont les collabos du régime qui, pour surmonter en quelque sorte, évidemment, leur névrose, leur tristesse, leur solitude, et on peut les plaindre à plein d'égards, ils ont probablement des parcours douloureux. Souvent, on a vraiment l'impression de percevoir des enfants mal aimés, quoi, parce que tu sens vraiment l'envie de faire le mal ou de prendre des mouches et puis de leur arracher les ailes et tout. Tu sens vraiment qu'il y a un petit côté sadique. Mais le vrai sujet, c'est que ces gens-là sont pratiques, très pratiques pour le régime. Et c'est ça qui me pousse un petit peu à les étudier. Et donc, je conclurai en te disant que là, avec plusieurs autres influenceurs, on s'est réunis, on a échangé, etc. Et on a étudié, parce que ça prend du temps, on a un peu étudié leur TL. Et il y a quand même un drôle de pattern qui est que on a l'impression qu'ils défendent le régime dans ce qu'il représente selon toi, moi et notre audience. Ça fait partie des choses qui nous réunissent, tant ça nous inquiète. Ils rejoignent le régime sur cette espèce de dynamique de lobbying pro-légalisation de la pédophilie. C'est-à-dire que tous les gens qui ont des personnalités fortes et qui font référence à la dépravation, au côté dysfonctionnel de beaucoup de représentants de ce régime et le fait que trans, pas trans, on s'en fout, on veut que ça relève de l'intimité et pas de l'idéologie. Si on va sur ce terrain-là, ça y est, on est une cible. Voilà. Et c'est ça que j'ai remarqué. C'est pour ça que moi, pour ma part, je ne laisserai pas tomber le hashtag pédo-friendly. C'est comme ça que je les reconnais. Qui vit de combattre son ennemi a tout intérêt qu'il reste en vie. Alors, c'est une très très bonne question, ma chère Stéphanie, pour une raison simple, parce que ça va nous obliger à parler sur le thème de la domestication. Évidemment, si l'on considère en utilisant cette citation de Nietzsche que l'ennemi c'est le peuple, oui, la caste ne mène pas exactement une guerre à ce peuple, bien qu'il y ait, je pense, clairement tous les éléments d'une guerre d'ordre cognitif, ce qu'on appelle une guerre de 5e génération, qui consiste à nous rincer, à nous épuiser psychiquement pour que nous n'ayons pas la capacité de coaliser verticalement et de leur faire à un moment donné ombrage. Le but, c'est donc de nous maîtriser. Donc si on peut éventuellement temporairement mettre de côté le concept de guerre, malgré ce que je viens de dire, ça serait pour passer à celui de domestication, dont une personne comme Laurent Ozon d'ailleurs parle très très bien, et bien mieux que moi. C'est un sujet qu'il étudie de manière assez poussée. Moi, j'y ai recours tout simplement parce que, en ma qualité d'ingénieur social repenti, qui a travaillé pour des organisations, j'étais pas dans ce qu'on appelle les dark patterns, mais très vite, je me suis concentré sur des combats plutôt associés à des ONG qui voulaient dénoncer la corruption et les méthodes d'influence néfastes à l'échelle de certaines audiences, de certaines populations. Donc pour moi, le sujet de la domestication revient à parler, ce dont je parle d'ailleurs très souvent, du sujet donc de la gouvernance. La gouvernance a été structurée au siècle dernier par l'irruption de la cybernétique. Et je fais très souvent référence, ma communauté le sait maintenant, c'est un de mes dadas, à la création de l'école de Palo Alto, qui est une école plutôt de psychologie ayant inventé des thérapies
cognitive hein, pour aider notamment ces premiers patients, historiquement, hein, à surmonter des traumatismes psychiques. Donc tout ça est très bien sur le papier, mais l'école de Palo Alto a été cofondée aussi, il ne faut pas l'oublier, ça a été déclassifié quelques dizaines d'années plus tard, par des employés de la CIA, des gens qui sont des opérateurs de la CIA et qui en fait ont utilisé les préceptes émergents de la cybernétique combinés à la psychologie, combinés aux méthodes de l'hypnose ericksonienne, combinés donc à l'ingénierie sociale et petit à petit aussi à la neuroscience, la meilleure connaissance de notre cerveau réflexe. Eh bien, ils ont utilisé toutes ces méthodes pour endormir le peuple, pour l'anesthésier, pour le dominer, hein, tout simplement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre quand on réfléchit à cette caste, c'est qu'elle se sait minoritaire, bien que riche et puissante, elle est minoritaire. Si vous faites le petit exercice mental un petit peu vertigineux de vous mettre à sa place 2 secondes, vous verrez qu'à leur place, ils réalisent qu'à un moment donné, le peuple peut s'éveiller et peut, en quelque sorte, renverser le régime en place et mettre en danger leur propre dynastie, leur propre progéniture, leur legacy, leur domination aussi tout simplement sur le monde. Et là se jouent aussi d'ailleurs des luttes intrinsèques à cette caste entre différentes familles, différentes influences. Et là on est sur le domaine de la géopolitique. Mais nous sommes dans un vaste processus mondialiste qui consiste à fédéraliser notamment leur influence, notamment donc en Europe. Et tout ça donc passe par la maîtrise de l'information. On voit bien là l'obsession, intervention récente de John Kerry qui dit au nom de la démocratie, pour protéger la démocratie, il faut passer à la censure sur Internet et ne pas avoir d'informations contradictoires avec le récit officiel du régime. On sait que von der Leyen, dans son discours d'investiture, prévient que l'un de ses principaux combats sera la lutte contre la désinformation. On sait que voilà, c'est l'obsession aussi de notre oligarchie telle que nous la connaissons en France, qui procède de manière plus ou moins subtile sur le terrain de la censure, du contrôle, et ça va aller en s'aggravant. Tout le monde le sent, tous ceux qui sont sur X et relativement éveillés savent que tout ça est sur le point de partir en cacahuète et de s'aggraver. Donc pourquoi ? Parce qu'en effet, qui vit de combattre son ennemi a tout intérêt à ce qu'il reste en vie. C'est-à-dire, cette caste considère que nous sommes dangereux pour elle. Et ce qui l'obsède, c'est la possibilité de garder ce contrôle. Donc nous allons de plus en plus devoir développer des initiatives comme la tienne, ma chère Stéphanie, c'est-à-dire des initiatives de journalisme citoyen, de médias citoyens, autonomes, indépendants, avec tous les risques d'erreur que cela comporte, mais à partir du moment où nous sommes, dans l'acceptation du processus discursif, c'est-à-dire que tu mets des choses en ligne, mais les commentaires sont ouverts, et quand les gens ne sont pas juste des trolls insultants, mais qu'ils proposent de dialectiser, d'apporter des versions contraires, ça se traduit toujours par une nouvelle invitation, un débat, une possibilité de s'opposer, on l'espère dans la bienveillance, bien sûr, j'enfonce une porte ouverte. Mais donc les médias citoyens ne sont pas des flux verticaux descendants. Nous sommes dans l'horizontalité, donc nous acceptons l'échange, nous acceptons parfois même l'échange quand il risque d'être rugueux. Pour ma part, j'ai découvert cette dynamique-là dans les espaces vocaux, et on prend justement parfois des heures, voire des soirées, des nuits entières pour aller au bout de certains débats, même si on s'oppose, même si c'est parfois très compliqué. Nous sommes en fait dans la mise en scène de nos controverses, et nous acceptons grosso modo, bon an, mal an, même si c'est pas toujours parfait, nous acceptons la contradiction. Et c'est là en fait que nous sommes en train, peut-être, me semble-t-il, de réinventer la démocratie. Donc, bien sûr que la caste a intérêt à ce qu'on reste en vie à condition de nous domestiquer. Ce sur quoi il faut que l'on se concentre, c'est le maintien de notre capacité d'esprit critique. Et pour ça, c'est un petit peu comme d'aller à la salle de gym. Le muscle de l'esprit critique se travaille, et il ne se travaille jamais aussi bien que dans l'effort de débat et de celui qui consiste donc à travailler. Chacun peut le vivre sur les réseaux sociaux quand il prend la parole comme ça avec des opposants. Au début, on se prend des claques, on n'est pas forcément toujours équipé, on n'est pas toujours pertinent, pas toujours éloquent, mais avec le temps, on le devient.
Et je crois, en fait, ce qui me donne, moi, en tout cas, un véritable espoir, c'est qu'il y a un bug dans la matrice. Ce bug, en ce moment, s'appelle X. Enfin, partiellement, tous les autres réseaux sociaux, en fait, si on sait les prendre selon le bon angle et les manipuler, en quelque sorte, avant qu'ils ne nous manipulent, eh bien, on peut organiser une forme de riposte de par simplement notre envie de débattre, d'échanger, de creuser les sujets ensemble. C'est la raison pour laquelle, sans vouloir faire ma pub, je la ferai une autre fois, je fais pour ma part donc le pari de l'intelligence collective. C'est-à-dire que l'intelligence collective, évidemment, ça ne veut pas dire nous sommes universellement intelligents et tous individuellement hyper intelligents, et donc quand on combine nos intelligences, ça marche automatiquement, et on serait automatiquement plus intelligents ensemble du simple fait qu'on aurait fait ce pari. Non, l'intelligence collective n'est pas quelque chose qui va de soi, qui fonctionne avec un certain nombre de règles qui ont été étudiées par des psychosociologues, des organisations. Là aussi, d'ailleurs, c'est pas parfait, mais ça n'a de cesse d'évoluer, d'avancer. Et donc, à condition d'être un peu méthodique, un peu rationnel, on arrive à faire fonctionner une forme d'intelligence collective. Et ça passe toujours donc par l'acceptation d'une forme de ce qu'on appelle une diversité cognitive, c'est-à-dire une diversité de profils, de gens qui ne sont pas forcément d'accord ensemble, mais qui, justement, vont apprendre à peaufiner ensemble les règles qui leur permettent d'accepter leurs désaccords et d'en faire une source d'enrichissement. Et voilà, donc moi je fais ce pari de l'intelligence collective parce que je suis convaincu que de nos différences, de nos frictions, hein, quand on fait se frictionner des silex, il y a quoi? Il y a des étincelles, ben voilà, par nos frictions intellectuelles, cérébrales, parce que tout ça pour le moment est très cérébral et très abstrait, et il va falloir passer au concret petit à petit, mais c'est quand même le point de départ. Si on réfléchit ensemble, en dépit de nos désaccords, et justement en fonction de nos désaccords, eh bien nous avons peut-être une chance de réinventer une démocratie qui a été bafouée depuis longtemps déjà. Voilà, merci à toi en tout cas ma chère Stéphanie, ça sera ma conclusion, et merci de m'avoir branché sur cette dernière question.